Et on poursuit cette discussion de marché avec Patrick Guérin, le directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris, qui est à mes côtés en plateau. Bonjour Patrick. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Même question effectivement après la séance historique hier aux États-Unis. Quelle analyse vous faites de cette séquence de marché ? Et d'ailleurs, une séquence de correction pour les parties les plus spéculatives du marché qui n'a pas commencé hier, qui a commencé il y a déjà quelques semaines, voire quelques mois. Comment vous analysez effectivement, alors moi ce qui me marque le plus, c'est la vitesse à laquelle le marché peut digérer des nouvelles et passer d'un état à l'autre. C'est vrai que cette évolution, elle est particulièrement spectaculaire et on a été nous aussi très surpris de voir à quel point les marchés ont été capables de retracer très rapidement les hausses qu'on a pu constater en fin d'année dernière. Et l'interlocuteur précédent le disait à juste titre, le déclencheur a été l'annonce par Jérôme Powell d'une évolution dans la politique monétaire. Elle était un peu attendue, mais elle a quand même néanmoins surpris parce que les marchés ont très peur de l'incertitude. Et le rythme des hausses de taux qui interviendront cette année, le séquencement et par ailleurs l'annonce un peu surprise aussi de la baisse de la taille du bilan de la Fed sont autant d'éléments qui ont incontestablement perturbé la lecture du marché. Et la conclusion opérationnelle de ça, ça a été un effritement, le mot est faible, de celle des valeurs qui avaient le plus profité de la hausse, des valeurs de croissance spéculative, vous le disiez à juste titre, notamment parmi celles-ci, celles qui ne sont pas ou peu rentables. Donc les investisseurs ont effectivement pris leur profit très vite et cette caractéristique exerce un effet en fait d'enclenchement qui sur le plan psychologique la baisse entraîne la baisse si vous voulez et au moment où je parle c'est difficile de dire si ça va s'arrêter. Ouais. Parce que des séances comme ça, des mouvements d'une violence telle, d'une vitesse telle, forcément, on risque quelques répliques. En tout cas, ça va forcément marquer certains opérateurs de marché, certains investisseurs. Il y a sans doute des pertes chez certains acteurs qu'on n'a peut-être pas encore vus. Enfin, ça fait aucun doute. Oui. Non, mais ça veut dire qu'on est dans une phase où la prudence est plus que jamais justifiée encore, Patrick. Oui, c'est vrai. La prudence et surtout, ce qui est particulièrement justifié, à mon sens, c'est de garder le cap. C'est-à-dire qu'il faut impérativement rester campé sur celle des convictions que nous avons, en tout cas chez Bordier et compagnie, très fortement, d'être investi et de rester investi sur les valeurs qui présentent, une fois de plus, de la visibilité, de la croissance, à la fois du chiffre d'affaires, mais aussi des profits extrêmement important et donc de ne pas dévier de cette ligne-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut seulement garder dans nos portefeuilles des valeurs défensives. Il y a des valeurs qui présentent un profil cyclique mais de croissance qui méritent largement d'être conservées et d'accepter ces grosses périodes de volatilité que nous connaissons, notamment dans le secteur du luxe, qui a vu, et en effet, des baisses de l'ordre de 10 à 15% sur des très belles valeurs offrant cette visibilité dont je parlais. Pour autant, je crois que c'est pas l'heure de s'en défaire. Ouais. C'était ça ma question, effectivement. Quel bilan vous faites alors pour ces valeurs patrimoniales ? Parce qu'effectivement, les parties très spéculatives de marché, vous l'avez dit, les entreprises non profitables, il y avait eu le phénomène des meme stocks aussi avec GameStop, il y avait le phénomène des SPAC. Tous ces segments-là ont corrigé très fortement. Et là, on parle de baisse de 40-50%, à l'instar de ce qu'on a vu sur le compartiment des cryptos, sur le Bitcoin, par exemple. Et c'est vrai que ces derniers jours, on a eu le sentiment qu'on rentrait dans une phase où on commençait à attaquer également ces valeurs patrimoniales. Vous avez cité le luxe, mais on peut regarder ce qui s'est passé aussi autour des GAFAM. C'est pas des baisses de 40%, bien sûr, heureusement, mais c'est quand même déjà des baisses de 10, 15, 20% peut-être pour certaines d'entre elles. Ce sont de vraies corrections, et pour certaines d'entre elles, c'est assez justifié. Par exemple, à Amazon, c'est une valeur qui a pleinement profité de l'effet télétravail ou stay at home, pour le dire autrement, et qui, aujourd'hui, est attaquée puisque ses profits ne sont pas au rendez-vous. Et par ailleurs, c'est une valeur qui va probablement, plus que d'autres, subir l'impact de la hausse des salaires. Et donc, ça va impacter également la dernière ligne du compte de résultat. Donc, ce type de société, il faut la regarder avec attention et peut-être ne pas hésiter à rester à l'écart pour le moment. Ce qui m'a frappé aussi, alors c'est
dans les valeurs emblématiques, Netflix, je ne sais pas si c'est une valeur bordier, mais en tout cas, ce qui est... Non, trop spéculatif. Oui. Ouais. Ouais. Mais c'est ça qui m'intéresse, c'est que Netflix, quand même, grand gagnant de la pandémie, publie ses résultats vendredi dernier, chute sévère de 24% pour le titre Netflix, qui évidemment s'en est pas remis, y compris avec la séance d'hier. Moi, ce qui me frappe, c'est que même avec cette baisse de 20% et plus, on constate que la baisse de Netflix a commencé avant et que surtout le cours de bourse de Netflix est revenu sur les niveaux d'avant la pandémie. Oui. C'est-à-dire que pour un business qui a quand même accéléré énormément pendant la pandémie, qui a engrangé un surplus d'abonnés qui leur a mis peut-être 2-3 ans à gagner en temps normal, le marché dit aujourd'hui, d'une certaine manière, le boom pandémique, c'est fini. On remet le prix de Netflix au niveau de ce qu'il était avant le déclenchement de la pandémie. C'est un excellent exemple. Un excellent exemple, parce que ça veut dire qu'en fait, les investisseurs reviennent en réalité et se disent que probablement la valorisation était excessive et que rien n'est jamais acquis et que la rentabilité n'est pas au rendez-vous. Donc la sanction du marché, en effet, est extrêmement sévère, mais elle n'est pas tout à fait injustifiée. Ouais, je comprends. Ouais. Et donc, à contrario de ça, il y a des valeurs à surveiller aujourd'hui dans le secteur du luxe ou de la qualité au sens large. C'est-à-dire qu'à travers cette année 2022, il y aura pour des investisseurs de long terme comme vous, pour le compte de vos clients, sans doute des points d'entrée à saisir sur ces dossiers. On verra comment évolue la psychologie de marché, etc. Bien sûr. C'est devant nous, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. On va regarder quel va être l'atterrissage des résultats du 2021, dans celles des valeurs que vous venez de citer, puisque les publications vont intervenir dans les prochaines semaines. Ça sera très intéressant de voir comment les entreprises sont capables de résister, je le disais à l'instant, à la fois à la hausse des salaires, à la hausse du prix des matières premières, et comment elles vont communiquer sur leurs perspectives 2022, mais sans vouloir être imprudemment optimiste, il me semble qu'on aura de bonnes surprises sur leur publication. Et donc, ce sont des bons points d'entrée, sûrement, pour renforcer nos positions sur ces valeurs, notamment dans le secteur des cycliques industriels, où on est présent et on trouve qu'il y a de la qualité et d'intérêt à rester investi. Ouais. Oui, ça veut dire que l'inquiétude majeure, ce n'est pas une inquiétude sur la croissance. Absolument pas, vous avez raison. Le cycle n'est pas remis en cause par ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés et même par l'idée d'un resserrement de politique monétaire aux États-Unis. On n'est pas du tout dans une situation de récession. Il faut évidemment bien ça présent à l'esprit. On pourrait, si on voulait absolument qualifier, on dirait qu'on est plutôt dans une situation de normalisation par rapport à une année 2021 qui a été en fait assez excessive en termes de performance. C'était très élevé. On achetait pratiquement tout. On pouvait tout acheter parce qu'il y avait beaucoup de liquidités. Donc les mauvais comme les bons trouvaient leur place au soleil, si j'ose dire. 2022, retour à la rationalité, retour à une approche beaucoup plus exigeante en termes de qualité et de visibilité. Donc, je le disais, pas de récession. Ça veut dire que la croissance est toujours au rendez-vous. Elle va être évidemment moins forte qu'en 2021 parce qu'il y a un effet de base. 2021, c'était exceptionnel, mais exceptionnel par rapport à 2020 qui était sinistré. Donc 2022, une croissance élevée, mais moins spectaculaire qu'en 2021. Ça veut dire qu'il y a quand même encore des éléments qui sont de nature à inciter les investisseurs à être présents sur les marchés d'actions. Donc, ne pas baisser la garde, si j'ose dire, cette année, 2022. Ouais. Le risque d'erreur de politique monétaire. Alors l'intervenant précédent, Bastien Druch, chez CPR, nous dit ce qui s'est passé sur les marchés jusqu'à présent n'est pas de nature à faire reculer la Fed. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Enfin, d'une certaine manière, est-ce qu'une Fed qui collerait à son plan de normalisation, est-ce que ça doit être perçu comme une bonne nouvelle pour l'investisseur de long terme ? Est-ce que c'est un risque de marché important que la Fed est peut-être prête à prendre aujourd'hui ? Et quand je dis la Fed, c'est aussi Joe Biden. La petite phrase sur l'inflation montre bien que c'est ça préoccupation principale dans la perspective des élections de mi-mandat. Peut-être que Joe Biden est moins sensible au marché que ne l'était son prédécesseur Donald Trump.
L'avenir le dira, Ouais. mais ce qui est certain, c'est qu'un positionnement peut-être un peu trop axé sur l'objectif de lutter contre l'inflation de la Fed, pour moi, serait probablement une erreur de politique monétaire. Parce que ce qui est très important, c'est, au moins dans l'esprit des investisseurs, ne pas donner le sentiment de casser la croissance. Or, des hausses de taux successives et répétées, sans un discours accommodant, ça peut être quand même un petit peu compliqué pour les marchés. Donc je ne suis pas dans l'esprit ni à la place de monsieur Powell, mais je l'incite à peut-être intervenir avec modération et en tenant compte en fait des attentes très fortes, sans doute excessives, mais très fortes des marchés sur son mode de communication dans les prochains jours. Ouais. Affaire à suivre. On verra quelle visibilité il peut apporter au marché, donc à travers la conférence de presse qui se tiendra demain soir. Encore une fois, beaucoup de choses ont été écrites et dites ces derniers jours sur le resserrement de politique monétaire aux États-Unis. Voilà, on parle maintenant de hausse de taux de 50 points de base. Il faut monter les taux tous les meetings. J'ai l'impression qu'on est passé vraiment d'un excès à l'autre en la matière. Mais en vérité, personne ne sait. Non. Donc, Peut-être pas même Jérôme Powell. Je ne sais pas. Donc on verra effectivement comment ce discours est clarifié et si Jérôme Powell réussit à remettre un petit peu de stabilité dans cette ambiance de marché chaotique et électrique, des marchés qui reprennent pied aujourd'hui à mi-séance en Europe, après les mouvements violents, impressionnants et rapides d'hier. Voilà pour cette analyse de la séance du jour et de la séance d'hier sur les marchés, avec nos invités en plateau et notamment Patrick Guérin, le directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris, qui était avec nous dans cette édition de Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve bien sûr à 17h en direct sur Bismart.